Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de la lutte contre les trafics de stupéfiants avec nos deux invités. Bruno Pomar, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ex-instructeur opérationnel au RAID, qui publie Quartier non prioritaire de la politique de la ville. Et puis Jean-Michel Verne. Jean-Michel Verne est journaliste, auteur du livre Les nouveaux mystères de Marseille, aux éditions Robert Laffont. Et vous donnez la parole aussi à 11 magistrats qui sortent du silence et qui s'expriment librement sur les difficultés rencontrées justement pour lutter contre ces trafics de stupéfiants. Alors, d'abord, Marseille, on a beaucoup parlé de Marseille cette semaine, je ne vais pas revenir sur cette descente à Marseille. Ce qui m'intéresse, c'est en France, il y a Marseille, mais il n'y a pas que Marseille, il y a d'autres cités, d'autres villes dont on ne parle pas, Dijon, Besançon, Amiens et tant d'autres villes qui sont concernées par les trafics de stupéfiants. D'où vient la drogue ? Elle passe par les ports ou par la route, essentiellement. Oui. Alors, si je vous dis Jean-Michel Verne. Si je vous dis Manta, ça vous dit quelque chose ? Manta, une raie. Moi, je connais la raie Manta. Manta, c'est un port en Équateur qui est l'un des principaux lieux de passage des containers de cam qui arrivent ici en Europe. Oui. La cocaïne produite en Colombie et au Pérou passe aujourd'hui par ces ports de l'Équateur qui arrivent ensuite, les porte-containers arrivent dans les ports européens, notamment au Havre et surtout Rotterdam, Anvers. On estime que la quantité de cocaïne qui chaque année passe par le port d'Anvers, c'est 60 milliards d'euros. C'est 60 milliards d'euros de cocaïne chaque année dans le port d'Anvers. Mais il n'est pas possible de les contrôler, Bruno Pomar, ces ports. Non, la problématique de notre pays, si on fait un peu de géographie, c'est on a compris qu'on était entouré de la Méditerranée, de l'Atlantique, de la mer du Nord, etc. Donc là déjà c'est une complexité. C'est impossible d'abord. Pourquoi ? Malgré le travail que font les douaniers, il ne faut pas oublier ça, mais il y a 1 ou 2% des conteneurs qui peuvent être réellement contrôlés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliers, Jean-Jacques, conteneurs qui arrivent tous les jours sur ces ports-là. Donc si on ne les contrôle pas tous. Non, si on a du renseignement, et c'est là le plus intéressant, c'est que s'il y a du renseignement avec Interpol, avec tous les dispositifs, l'OFAST, etc., du vrai renseignement, là on arrive à faire des gros coups, comme on l'a vu il y a peu de temps, hier encore 3,5 tonnes, il y a 15 jours 7 tonnes, on arrive à coincer évidemment des tonnages. Quand il n'y a pas des douaniers complices. Oui, j'ose espérer qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup, mais ça existe. Ça peut arriver. Ça peut exister à Anvers, à Rotterdam, et à Marseille. Sur le port de Marseille, vous avez une affaire emblématique, c'est la saisie en 2020 de 3 tonnes de cocaïne. En fait, c'est pas 3 tonnes de cocaïne, c'est 3 tonnes de farine, parce que le container avait été en fait contrôlé par la police italienne, on avait remplacé la cam par de la farine. Et donc on a suivi évidemment la filière pour arrêter les trafiquants sémitrolés en part, et on voit très bien que le container passe par le port de Marseille, dans une célèbre société d'Aconnier, où on voit clairement tout ça surveillé par la police. On voit un transvasement d'un container dans l'autre. Tout ça se fait au nez à la barbe de tout le monde. Le transitaire fait ressortir le container de drogue, de fausse drogue évidemment, mais de drogue quand même. Et on voit très bien que c'est une passoire. Et cette même société d'acconnage, on la retrouve dans les années 90 dans un dossier qui impliquait le camorriste Michele Zazza. Donc on voit très bien qu'il y a une continuité et que le port de Marseille reste un lieu de trafic et une plaque tournante, peut-être pas autant que le Havre, mais important. Et pour le cannabis ? Le Maroc et le Rif en particulier qui nous alimente au maximum sur l'Europe à travers l'Espagne et le Portugal, etc. Même sur le Portugal d'ailleurs, ça remonte souvent, et c'est là où on a eu cette effervescence ou cette montée de go fast pendant des décennies. Moi, j'ai jamais connu autant de mes copains policiers du RAID faire de go fast depuis une dizaine d'années, le GIGN également. Donc on envoie des voitures évidemment chargées par centaines de kilos de cam, ça monte,
on fait en sorte d'en cibler quelques-unes pour que les policiers puissent les intercepter, et puis à côté, on arrive à faire passer des tonnes. C'est toute la difficulté du travail des enquêteurs, et c'est pour ça que le travail de fond, encore une fois, je reviens, et du renseignement est très important pour pouvoir essayer de casser ces réseaux. Mais c'est pas simple, c'est des années de travail. Et des réseaux. On parle beaucoup de cet affrontement à Marseille entre le réseau Yoda et le réseau DZ Mafia, mais c'est quoi? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs périodes. Ces dernières années, dominaient les Comoriens, par exemple du clan Hamada, qui était opposé à d'autres, et tous ces gens-là aujourd'hui sont un peu sur le retour, on va dire, et vous avez de nouveaux cartels qui se sont composés. Alors la DZ Mafia, ça s'est formé. Yoda, DZ Mafia, autour d'un conflit sur une cité stratégique, et c'est la Paternelle. La Paternelle est située près de l'autoroute, près du marché d'intérêt national, et c'est une cité où les gens venus de tout le département, c'est très pratique. Mais c'est vrai que donc ils se sont affrontés là. Voilà, c'est à partir de là que se sont formés deux cartels. Alors d'un côté, DZ Algérie évidemment, mais il y a quand même un gitan au milieu. Pareil de l'autre côté, algérien et gitan. Et de l'autre côté, c'est plutôt des blacks. Oui. Avec les nouveaux Comoriens, je dirais, et les jeunes, et d'autres gitans, Vous voyez, il y a une sorte de mixité ethnique dans ces affaires de drogue qui est très étrange. Donc on a ces deux équipes, et ensuite vous avez l'équipe de Campagne-l'Évêque. Là, c'est Blas, Jean-Anthony Blas, qui a été arrêté. Le chef a été arrêté en Espagne récemment. Et puis vous avez Mimo et vous avez la Castellane qui est un peu à part avec Mimo qui serait allié à la DZ Mafia. Voilà, je vous ai fait le panel. C'est quoi? C'est de quelle origine? Il est algérien. Il est algérien, lui. Oui, et le dernier qu'on a arrêté, la tête de liste au Maroc, qui a été serré. C'est lui. Oui, serré, mais le problème, c'est qu'en prison, il continue le business. Il continue le business. Il y a une évolution. Jean-Jacques, il y a une évolution, parce que c'est 100 ans de grand banditisme, Marseille, quand on regarde. Oui. La French Connection, etc. Ça a toujours, alors, les élus qui sont mêlés là-dedans. On a l'impression de découvrir, mais oui, c'est ça existe depuis toujours. Le changement qu'il y a eu, c'est que beaucoup de jeunes se sont mis dans ce trafic, etc., n'ont pas eu peur de dézinguer, je dirais, les bandits qui avaient une certaine aura, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est là où c'est devenu de plus en plus dangereux. Il y a des connexions entre les gangs des cités et les mafieux corses. Ça, il faut le savoir. C'est important. Ah bon? Et oui. Oui, parce que j'allais vous interroger. Les Corses sont pas dans le coup, là? Bien sûr. Et il y a le fils d'un héritier, le fils d'un des membres de la Brise de Mer qui s'est rendu en 2016 aux obsèques d'Edi Boussaïd à Marignane. Boussaïd, c'était un des grands fournisseurs des cités marseillaises. Il y a des cartels. C'est un prophète. C'est le film Un prophète. Là, je crois qu'il traduit beaucoup de choses. Mais il faut rien lâcher, il faut rien lâcher. Alors justement, on va en parler, il faut rien lâcher, parce que rien n'est inéluctable. On peut arriver quand même à détruire, à démanteler. Le travail que font actuellement les forces de l'ordre, il faut le saluer quand même, parce qu'on a tendance à dire oui, mais là on a fait un truc XXXL avec Macron et Darmanin. En même temps, ça a mis en avant. En même temps, ça valorise les forces de l'ordre. Oui, totalement. Mais je le dis parce que au moins ce mérite. On sait que les forces de l'ordre souffrent et continuent à travailler. De la plus petite équipe de stupes qu'on rencontre sur Marseille et qui travaille jour et nuit, en passant par l'OFAS, en passant par les GIR, les fameux groupements interministériels de recherche qui ont fait un travail intéressant. Vous savez ce que c'est? C'est réunir la police, les finances et la justice. C'est une chose importante. Mais ce qu'il y a d'important, je crois là-dessus, et je pense qu'on devrait le comprendre d'ici peu, puisqu'on a à Francfort, on a mis en place le fameux cellule d'anti-blanchiment, c'est de voir cette analyse, avoir une analyse européenne de ce sujet-là, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs qui permettent de capter les flux financiers de ces mecs-là. Il faut les taper que là-dessus. Rappelez-vous Al Capone. Oui, bien sûr. Et là, je renchéris un petit peu en disant... Mais on y arrive, là, il y a du travail. Le problème, c'est les moyens. Contre le blanchiment. Jean-Jacques, le problème, c'est les moyens. Contrairement à l'Italie, qui dispose d'effectifs et d'outils juridiques très particuliers comme l'association de type mafia. L'association de type mafia, ça permet de vous poursuivre, de confisquer vos biens par le seul soupçon de votre appartenance à une organisation criminelle. Et là, nous, on est dans une autre culture juridique, protectrice des libertés, des droits de l'homme. Vive la France. Et changer la loi, quoi. Oui, on aurait besoin d'un outil, Nicolas Besson, le procureur de Marseille. Ou changer les juges. Ou changer les juges. Ensuite, il y a une deuxième problématique, c'est la réforme de la police qui est en place depuis le mois de janvier. On a fusionné sécurité publique et PJ.
dans un souci d'efficacité, pour maximiser les moyens. On a 3 millions de procédures qui dorment, indépendamment des trafics de drogue dans les commissariats. Il fallait vider le stock. Mais cette réforme, si elle ne fonctionne pas, ça peut être très inquiétant à échéance 3 ou 4 ans. Voilà. Bien. Messieurs, on va observer une petite pause, puis je vais revenir sur la question que je posais au départ. Et vous êtes favorable, Bruno Pomar, nécessité d'impliquer l'armée. On va en parler dans 2 minutes. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Bruno Pomar, je rappelle que vous êtes président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ex-instructeur opérationnel au RAID, et vous dites il est nécessaire d'impliquer l'armée dans la lutte contre les trafics. Comment ? Alors, pourquoi je dis ça ? C'est un peu brutal. Oui, évidemment, c'est brutal, mais le débat est ouvert. Ouais, les états-majors de l'armée, évidemment, sont pas favorables. Sont pas favorables. Comme ils n'étaient pas favorables, d'ailleurs, au plan Vigipirate, si vous vous souvenez bien. Donc, voilà. Parce qu'en même temps, on n'a pas envie de changer nos missions. Bon, c'est une chose en soi. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que ces quartiers-là, pour vraiment bien les connaître, et j'expliquais à notre ami Verne tout à l'heure, je suis beaucoup sur les quartiers de Marseille avec des associations, c'est qu'il faut occuper ces quartiers. Pourquoi ? Parce que le deal occupe en permanence ces quartiers, au même titre que la prostitution et d'autres choses. Oui. Bon. Et je pense qu'il faut se les réapproprier. Ce que demandent les gens qui n'y sont pour rien dans le trafic, demandent à être en sécurité dans ces quartiers. Et le fait de pouvoir mettre en permanence des effectifs de police, ce n'est pas possible parce qu'on les a pas. On a 150 000 policiers, on a 100 000 gendarmes, c'est pas possible. Mais le fait de pouvoir avoir éventuellement des équipes mixtes, police et militaires, pour quadriller ces quartiers, c'est-à-dire pour occuper la place. À partir du moment, la nature a horreur du vide, à partir du moment où on fait ce qu'on a fait, le XXL, là, on a nettoyé, et 4 jours après, les mecs sont revenus. Ben, la nature a horreur du vide, Jean-Jacques. Vous vous dites bien ? Donc, c'est mettre en permanence. Et il faudrait faire un test. Moi, je dis pas que ça marchera nécessairement sur certains QRR, de dire ben voilà, pendant un an ou 2 ans, on nettoie. Quartier de reconquête républicaine. Alors on va me dire ah oui, mais si on n'est pas là, s'ils sont pas là, ils se nettoient. Mais alors comment agirait l'armée ? Faire de la patrouille. Patrouille avec des policiers ou les gendarmes. Et on laisse travailler la PJ qui fait un travail de fond considérable, l'OFAST, toutes les unités. La BRI fait voir l'armée dans les quartiers, ça rassurerait et ça inquiéterait les trafiquants. Mais ça rassurerait surtout la population. Ce sentiment d'insécurité, Jean-Jacques. Oui, mais il faudrait être là en permanence. Mais c'est pour ça. Il faut absolument agir parce que si on n'agit pas, si on laisse les narcos prendre le pouvoir dans ces territoires, on va se retrouver dans quelques années et assez rapidement. Comme au Mexique ailleurs. Comme au Mexique ou au Brésil, où vous avez les brigades de la mort, c'est-à-dire des policiers qui arrivent avec des véhicules blindés dans les favelas et qui tirent dans le tas. Donc on va se retrouver dans une situation ingérable. Il y a un point d'alerte qui est très important, c'est ce qui s'est passé en Belgique. En Belgique, c'est devenu un narco-État. Il a fallu mettre non seulement sous protection policière, mais sous résidence surveillée, le ministre de la Justice belge, qui était menacé par la Mocro-Mafia. Il y a un journaliste qui a été assassiné, Peter De Vries, un Hollandais. On a mis les trafiquants ont mis la scène de l'assassinat en vidéo, ils l'ont fait tourner. Donc il y a une pression qui est exercée par ces gens-là qui ont un pouvoir financier considérable et on est face à une menace létale. Une triple action est à mener. Pour moi, pour l'analyse que j'ai, et Dieu sait si je suis beaucoup sur les quartiers, sur ces secteurs-là, c'est le travail de fond qui est mené par l'APJ, l'OFAS, qui travaille considérablement bien sur les réseaux. Donc un travail de fond, ça veut dire des mois, voire des années pour travailler ça. La sécurisation de ces quartiers à travers ce que je vous disais, des patrouilles mixtes, police et militaire. Et le troisième volet qu'on oublie, parce que moi c'est quelque chose auquel je suis attaché, c'est le travail de prévention. C'est remettre, et ça c'est les élus qui ont une responsabilité, de remettre en place de la vie dans ces quartiers, à travers les réseaux associatifs, à travers les médiateurs, etc. Alors ça ferait bisounours que je vous dis ça, là, mais les services publics. Les gens n'attendent que ça. Je vous assure que les gens souffrent, ils ne demandent que ça. Et à la limite, même les trafics, ils s'en foutent. Mais au moins avoir dû s'occuper, réoccuper le terrain. Et c'est ça, les 3 axes sur lesquels il faut travailler. À mon avis, on peut avoir des réponses intéressantes sur ce sujet-là. Oui. Mais c'est vrai qu'on a un climat de dégradation dans ces cités qui est très inquiétant. Moi, j'ai une amie qui est déléguée médicale, qui travaille dans les quartiers nord, qui me disait avant, je rentrais dans les cités assez facilement. Elle me dit aujourd'hui, je passe la douane.
Tu vas, qu'est-ce que tu fais quand tu reviens, Et s'il y avait des médiateurs, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir dans la cité. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Il y a eu aussi un phénomène, je le dis, c'est le démantèlement de la BAC Nord. L'affaire a fait beaucoup de mal. Parce que les BACeux, ils étaient au terrain, ils étaient très efficaces. On avait la meilleure BAC de France, c'était Marseille. Tout à fait. Et je crois qu'on paye aussi la facture. Alors, ne partons pas perdants, je dis encore une fois, parce que je pense que l'intérieur a pris note de tout ça. Darmanin est ouvert. Il y a des effectifs supplémentaires, même en PJ, qui sont augmentés. On a le CIPDR. Les magistrats aussi. Exactement. Nicolas Bessonne, qui est quand même... c'est quelqu'un qui a du punch, moi je le connais bien. Le bras armé du ministère intérieur, c'est le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est en train de mettre en place un plan supplémentaire pour tout ce qui est, ce que je vous disais tout à l'heure, de prévention. Donc le ministère intérieur regarde ces axes-là, et moi je trouve que si on arrive à mener toutes ces batailles de front, je pense qu'on peut avoir des résultats. Mais sinon, pour en revenir à l'armée, ce sont des soldats professionnels, donc on va pas leur demander d'effectuer les mêmes missions que les policiers quand même. Non, alors vous allez me dire, il sera en appui. Oui, certains militaires vont me dire parce que attention, c'est pas le même métier. Oui, mais Jean-Jacques, est-ce que le militaire est formé pour ça? Il suffit, écoutez, on peut changer les paradigmes, on peut changer les méthodes. À un moment donné, il faut évoluer avec la société. Vous savez, on a dit la même chose quand on a mis des bérets verts sur les Champs-Élysées avec des fusils d'assaut. C'est de la prévention. Ils sont pas en état de guerre. Alors les militaires vous disent oui, mais le militaire il est formé pour faire la guerre, pour tuer. Excusez-moi, mais bon, ok, je veux dire, les forces spéciales et compagnie. On a 205 000 policiers professionnels dans ce pays. Je pense que pour des raisons de sécurité, de l'État, de la société de façon générale, on peut peut-être revoir certaines missions de nos militaires et les envoyer. Il faut faire un test, il faut essayer. Tout est possible, encore une fois. Mais qu'on arrête de nous dire, mais le militaire, c'est un professionnel, il est là pour tuer. Parce que lorsqu'on dit envoyer des militaires, tout le monde pense, on va envoyer des militaires, on voit des blindés, on voit... C'est ça, c'est ce qu'on voit. Le plan Vigipirate, Jean-Jacques, vous envoyez tous les jours. Mais moi, je pense, je vais employer des termes assez forts, mais il faut nettoyer les cités. Et il faut se donner les moyens, il faut rentrer dans les immeubles, il faut aller voir les nourrices. On va pas transformer la France en Salvador, quand même. Non, mais... On va pas arrêter tout le monde. Non, mais... Salvador, remarquez, il a éradiqué Salvador. Mais la misère de ces pays, quand même... Mais il y a quand même un travail de terrain à faire. Bien sûr. Et c'est là où on est dans l'ambiguïté un petit peu. En même temps, on est entre victimisation, on oscille beaucoup. Et c'est vrai que politiquement, évidemment, le président Macron, c'est en même temps, donc un coup, un coup à droite, nous a dit aussi un coup à gauche, un peu de fermeté, un peu de social. Il y a tout ça qui est le fait de mettre des militaires en termes d'image. Mais on s'en fout de l'image. Moi, c'est la sécurité qui m'importe de nos compatriotes. Moi, quand je vais dans les quartiers, je retourne bientôt chez toi à Marseille, là-bas, les égalades et les flamands. Bon, mais les gens dans la rue, dans ces cités, demandent de la sécurité. Ces gens-là, il faut les protéger. Donc donnons-nous tous les moyens. Dans Procureur en France, donc le livre où je fais parler des magistrats, il y a témoignage de Dominique Laurence, qui est partie de Marseille avec soulagement, parce qu'elle a passé l'enfer durant ces derniers mois, parce que c'est elle qui a géré, avant Nicolas Bessonne, cette cascade de règlements de compte et beaucoup d'affaires. Et elle me dit, je n'ai jamais vu une ultra-violence comme à Marseille. Et ça, c'est un problème pour 20 000 extrêmement... un gamin de 17 ans est capable de tuer. Oui, bien sûr. Et puis tout le comportement, mais même il y a eu des assassinats. Il y a une dame qui a été tuée dans un parking par un type qui sortait d'un hôpital psy. Enfin, il y a quelque chose qui est récurrent à Marseille. Cette culture de la violence. Paul Lombard, qui était avocat, disait Marseille est une ville triste. Ne l'oublions pas. Mais n'oublions pas, Jean-Jacques, parce que moi j'ai horreur de stigmatiser ces quartiers. De dire que le trafic c'est 21 000 CDI, comme on dit, de mecs qui vivent que de ça à fond, et 240 000 personnes en France qui en vivent indirectement. C'est pas toutes les cités qui sont gangrénées, ce sont pas tous les gens de ces cités. Ne stigmatisons pas, c'est important. Je suis d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Procureur en France, Jean-Michel Verne, chez Robert Laffont, et puis Bruno Pomar, quartier non prioritaire de la politique de la ville. Bien, merci. Sud Radio Média, juste après les infos. Valérie Expert, Gilles Gansman reçoit Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.